Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce premier webinaire d'ouverture du débat sur le schéma d'évolution du réseau électrique. Cette rencontre est organisée par la CNDP, la Commission nationale du débat public. Pour ma part, je suis Sophia Aliamé du groupement WDPE. C'est un groupement qui est chargé d'accompagner l'équipe du débat dans l'animation de cette rencontre. Vous êtes très nombreux et nombreuses à être inscrits à cette rencontre ce soir et on vous en remercie. Donc, si ça vous convient, on commence un petit peu par un mot d'introduction pour vous présenter un petit peu l'objectif de ce webinaire. Ce webinaire, c'est vraiment l'ouverture du débat, hein. Le débat a été lancé le 4 septembre dernier, mais aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous avec vous, les participants, les participantes. Donc, le premier objectif, c'est de vous présenter hein, ce débat public, à quoi ça sert, pourquoi on organise un débat, dans quel contexte s'inscrit ce débat. Et vous présenter aussi les grandes questions qui ont été élaborées par l'équipe du débat et qui structureront ce débat jusqu'en janvier prochain. Et puis aussi de vous dire un peu comment vous pouvez vous informer, participer, vous présenter un peu ce qu'on appelle les dispositifs, les modalités du débat. Et puis, comme c'est un temps participatif, puisqu'on est dans un débat public, ce premier temps, il vise aussi à recueillir vos attentes, vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin pour débattre? Sachant qu'on a voulu ce premier temps comme étant vraiment très ouvert à toutes et tous, y compris aux personnes qui justement ne savent pas du tout ce que c'est le schéma d'évolution du réseau électrique. Ce webinaire a été vraiment pensé pour vous. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à partager vos questions, vos interrogations, vos attentes et vos réactions. La façon dont ça va se passer est la suivante. On va démarrer par un temps introductif. Donc là, je suis en train de vous présenter un peu les objectifs, le déroulé, la façon dont ça va se passer. Et puis, on donnera la parole à Marc Papinutti, qui est président de la Commission nationale du débat public, la CNDP, qui va vous expliquer ce qu'est la CNDP, qu'est-ce que c'est que cette institution et quel est son rôle et ses missions. Et puis, Francis Bossir, que vous voyez à l'écran, qui est le président de l'équipe du débat, vous présentera justement l'équipe qui est chargée d'animer ce débat public. Et puis ensuite, on aura une première grande séquence sur finalement de quoi va-t-on débattre jusqu'en janvier prochain, où on entendra la Commission de régulation de l'énergie qui présentera ses missions et le rôle qu'elle va jouer aussi concernant le schéma de développement du réseau. Et puis on entendra aussi Madame Auriol de Réseau Transport d'électricité, Réseau Transport d'électricité qui est le responsable du schéma d'évolution du réseau électrique, le SDDR. On vous expliquera tout à l'heure cet acronyme. Et enfin, Isabelle Barthes, qui est membre de l'équipe du débat, et Francis Bossir vous présenteront aussi le débat public, comment vous pouvez y participer, quelles sont les grandes questions qui vont être traitées et tout ce que vous pouvez faire pour vous informer et participer à ce débat. Vous étiez nombreux et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous rejoindre encore. Donc, on a voulu que le webinaire soit le plus interactif possible. Du coup, on va vous proposer de partager vos questions, vos réactions, vos attentes aussi pour la suite de ce débat en groupe. Donc, vous avez une équipe de 10 facilitateurs et facilitatrices que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de se joindre à nous, qui va pouvoir animer des échanges en groupe de 20. Voilà, on aura 10 groupes et on pourra vous entendre et ce sera vraiment l'occasion cette fois de vous exprimer sur qu'est-ce que ça a suscité cette présentation, est-ce que vous avez de premières réactions, de premières questions et aussi quelles sont vos attentes pour la suite. Ensuite, on reviendra tous ensemble, en ce qu'on appelle en plénière, c'est-à-dire tous ensemble là, autour de cette salle virtuelle. Certains groupes pourront restituer ce qu'ils ont partagé, leurs questions, leurs interrogations, et ce sera l'occasion pour les intervenants, donc notamment de Réseau de transport d'électricité et de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, mais aussi pour l'équipe du débat de pouvoir répondre aux questions, aux interrogations et aussi aux attentes sur la suite. Et on conclura, on va essayer de finir à l'heure, autour de 20h30, pour vous libérer à l'heure qui était prévue. Quelques règles du jeu pour que ce webinaire se passe bien. Le premier, c'est un principe d'écoute active et d'accueil respectueux de la parole de chacun et chacune, donc à l'égard de toutes les personnes présentes, donc que ce soit les intervenants et les intervenantes, mais aussi les participants entre vous, participants et participantes, notamment lors des temps d'échange en groupe, et puis de l'équipe d'animation, bien sûr, et notamment de l'équipe de facilitateurs, facilitatrices qui est mobilisée.
Le deuxième principe, c'est un principe aussi d'avoir des propos argumentés et compréhensibles. Donc, pour les intervenants et intervenantes, de pouvoir adopter, s'il vous plaît, un langage pas trop technique, même si les sujets le sont, d'être le plus clair possible, puisque un des principes de la Commission nationale du débat public, c'est un principe d'inclusion de tous les publics. Et du coup, c'est important de veiller à avoir un langage assez simple et non technique. Euh, Ensuite, un deuxième principe qui est un principe d'argumentation de la CNDP, c'est que le débat public, c'est pas un référendum, c'est pas un sondage. Donc, c'est important de pouvoir avoir des points de vue qui sont argumentés, ne pas hésiter à exprimer votre position et à la détailler. Un autre principe, un principe de concision et de respect des temps de parole pour pour toutes et tous, et notamment au sein des groupes où vous serez nombreux, pour que la parole puisse circuler le plus largement possible. Et pour les intervenants et intervenantes, un chrono va s'afficher. Et enfin, un principe de transparence. Cette réunion est enregistrée. Vous êtes invité à vous présenter lors de votre première prise de parole. Et les questions qui ne seront pas, auxquelles il n'y aura pas eu de réponse ce soir seront versées sur la plateforme participative du débat. Et sur le site, vous retrouverez dans les jours à venir l'enregistrement, la retranscription intégrale ainsi qu'un compte-rendu qui sera publié. Voilà un petit peu, moi j'ai fait le tour de la séquence introductive. Je vous propose qu'on fasse connaissance. On ne peut pas faire de tour de table virtuel, mais on peut faire on peut répondre à quelques questions. Donc je vais demander à ma collègue Laurine de vous lancer un petit sondage. Si pour X raisons ça n'apparaît pas chez vous, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous pouvez descendre. Il y a trois questions au total, donc n'hésitez pas à descendre. La première question, c'est dans quelle région vivez-vous? Pour savoir un peu si la visio qui permet à tout le monde de participer a réussi son coup et si les différentes régions sont représentées. La deuxième question, c'est à quel titre participez-vous ce soir? Est-ce que vous êtes une personne intéressée par les sujets, membre d'une association? Je l'ai dit tout à l'heure, mais on a aussi des membres du groupe citoyen. On expliquera ce que c'est tout à l'heure que le groupe citoyen. C'est pas grave si vous n'avez pas répondu à tout. On ne peut pas modifier ces réponses, mais vous pouvez le préciser dans le chat. Il n'y a pas de sujet. Et puis enfin, une dernière question. Quel est votre niveau de connaissance sur les sujets liés au réseau électrique sur une échelle de 1 à 5? 1, je ne connais pas du tout. 5, je connais très bien ce sujet. Comment vous vous auto-évaluez sur ces sujets? Vraiment pas de souci si vous ne répondez pas. Voilà, il y a pas de souci. J'attends que chacun et chacune répondent pour pouvoir partager. En tout cas, vraiment pas de souci si vous n'avez pas pu répondre. On voit bien le sondage. Et oui, si certains ne le voient pas, a priori, ça marche bien pour les autres on a reçu déjà pas mal de réponses. Je vais vous laisser encore quelques minutes pour répondre et puis je partage. C'est pas grave si vous le voyez pas, suivant si vous êtes connecté sur smartphone, c'est pas sûr que ça apparaisse. Et tout ce qui est PowerPoint, enregistrement vidéo sera publié sur le site du débat. Alors, pour pas perdre trop de temps, je vous propose qu'on partage les résultats. Donc, je vais demander à ma collègue Laurine de pouvoir partager les résultats du sondage. Hop, Alors, dans quelle région vivez-vous? Bah, c'est assez représenté. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en Île-de-France, mais les autres régions sont quand même représentées. Donc, excepté la Corse, donc voilà, la visio a marché puisqu'on est divers participants et à venir de diverses régions autour de la table virtuelle. Vous participez en tant que personne intéressée par le sujet, ben, c'est parfait, ce webinaire est fait pour vous. Ou parce que vous travaillez dans le champ énergétique, pas mal d'étudiants, de chercheurs. On a aussi beaucoup de personnes du groupe citoyen, donc c'est très sympa. Et puis des membres d'associations visiblement un élu et pas de représentant de collectivité ou de représentant de syndicat. Et niveau de connaissance varié et du coup plutôt sur le niveau de connaissance moyen, c'est 2, 3 et 4 qui ont eu la majorité des réponses. Donc a priori, c'est parfait. Ce webinaire est fait pour vous parce que l'objectif, c'est qu'à la fin, vous connaissiez un peu mieux ces sujets. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose de passer la parole à Monsieur Papinuti, qui est le président de la Commission nationale du débat public et qui va nous expliquer justement ce qu'est la CNDP.
Bonsoir à vous toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici. Je suis le président de la Commission nationale du débat public. C'est une autorité indépendante. On va peut-être passer le transparence. Voilà, parfait. C'est une autorité indépendante qui est chargée de garantir le droit à l'information et à la participation de toutes les personnes aux décisions qui concernent l'environnement. Les débats publics, ça a été déjà dit par Sophia, ce sont des échanges, ce sont des avis qui sont entendus, ce ne sont pas des référendums. J'y reviendrai. Et ils rendent compte, les débats publics, les comptes rendus et la synthèse, de l'ensemble des positions exprimées et pas simplement d'un vote. Je tiens beaucoup à le redire. Peut-être au transparent suivant. La CNDP, elle a trois grandes missions. Elle organise des débats et des concertations comme celle-ci sur des projets à fort impact environnemental ou socio-économique. Elle peut apporter son expertise à toutes des questions relatives à la participation du public. On fait parfois des missions de conseil. Et puis, on peut émettre des avis et des recommandations pour développer la participation du public. L'important pour nous, ce sont les publics, c'est-à-dire vous, ceux qui êtes là. Peut-être le transparent suivant. Nous avons 6 grandes valeurs qui font l'ensemble de la CNDP, les garants, les participants aux commissions particulières ont toutes ces valeurs. Il y a une charte qui est signée. Les valeurs, elles sont simples. En premier, c'est l'indépendance. L'indépendance, car nous ne sommes pas en rapport direct ou soumis à RTE, à EDF ou à d'autres. Et pour les parties prenantes, pareil, y compris l'État. Nous sommes neutres, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de garder la neutralité par rapport au projet qui est présenté. Nous sommes là pour vous entendre et recueillir vos avis. Nous sommes transparents, c'est-à-dire qu'on a sur ce travail une exigence de transparence sur le boulot qui est fait, mais aussi vis-à-vis du responsable du projet. Et ça, c'est pour vous, le public, les publics. Nous cherchons l'argumentation et pas le quantitatif. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est pas le référendum, c'est la qualité des argumentations. Et c'est d'ailleurs un talent qu'aura la CPDP de remonter les argumentations. Égalité de traitement. Alors ça, c'est parfois un peu plus complexe à comprendre. Un élu, un grand élu, a la même valeur qu'une femme qui est dans un webinaire, qui arrive à s'exprimer. C'est la même valeur de l'expression. Tous les auteurs, tous les poids sont équivalents. Et puis le dernier point, c'est l'inclusion. C'est un des points les plus complexes que j'essaye de porter. C'est d'aller à la rencontre de tous les publics, mais dans les modalités qui ont été adoptées par la CNDP sur proposition de la commission particulière. On reviendra sur ce sujet. Je sais qu'RTE y tient aussi. Peut-être le transparent suivant. Alors, je vais faire une présentation hyper rapide parce que je pense que vous allez être bien chargé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'est le schéma décennal de développement du réseau RTE? Peut-être aussi on présentera à RTE le transport, le réseau du grand transport. C'est aussi une occasion de bien le présenter. C'est ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, un plan-programme national. Et c'est surtout une trajectoire de transformation d'un réseau à l'horizon 2040, le réseau de transport d'électricité, mais c'est la haute tension par rapport aux défis qu'il y a aujourd'hui, qui sont des défis évidemment énergétiques, des défis climatiques et des défis de territoire. Nous avons considéré à la Commission nationale du débat public que c'était des impacts majeurs sur l'environnement, ainsi que dans des enjeux d'aménagement du territoire, d'où cette organisation d'un débat public. Et c'est bien la CNDP qui l'organise et la CPDP qui en a la charge complète. Et le président de la commission particulière en parlera tout de suite, après moi. Voilà. Voilà pour ma part. Merci à vous. Et puis, je laisse la parole au président du débat public, Francis Bossière. Eh bien, merci, Président. Et bonsoir à toutes et tous. Je vais reprendre de façon un tout petit peu plus précise les grands principes qui viennent de vous être exposés, mais préalablement, vous voyez à l'écran comment est composée l'équipe du débat. Nous sommes 5 et nous sommes évidemment accompagnés par un secrétariat général. Je dois dire que cette commission particulière du débat, qui est dédiée à cette proposition de schéma décennal, elle est expérimentée. Nous avons tous déjà vécu des débats publics. Voilà. Alors, le principe fondateur du débat public, c'est de recueillir la parole des publics.
Et vous l'avez remarqué, nous avons utilisé ce terme au pluriel. Tous les publics dans leur diversité. Il y a des spécialistes, il y a des non-spécialistes, c'est absolument tout le monde. Recueillir la parole des publics, notre travail à nous, notre mission, c'est de mettre en œuvre les moyens de recueillir cette parole. C'est ce dont on vous parlera un petit peu plus tard à travers les modalités. Mais évidemment, il y a cette autre mission qui consiste à transmettre des informations qui permettent de saisir les enjeux du débat. Et cette information-là, c'est un point important. L'information est un droit constitutionnel et pour nous, c'est le code de l'environnement qui codifie la façon dont nous travaillons. Et alors, peut-être un point de détail, sur le site du débat public, vous pouvez consulter un document qu'on appelle le dossier du maître d'ouvrage. Nous avons demandé à RTE, et RTE, évidemment, a assumé cette demande de notre part, de construire, de concevoir un dossier du maître d'ouvrage accessible à tout public, c'est-à-dire, certes, sans rien perdre des enjeux techniques, mais permettant effectivement au public de s'approprier finalement les questions et les problématiques de ce débat. Voilà. Alors, notre position, pour terminer, je vais revenir sur deux valeurs de la CNDP, la neutralité et l'indépendance. Concrètement, la neutralité signifie que la Commission n'est pas dans une posture qui consisterait à promouvoir la proposition de schéma et pas non plus dans une posture qui la conduirait à mettre en cause ce schéma. Cette neutralité est absolument indispensable et on laissera évidemment à vous-même, à tous les publics, le soin évidemment d'apporter les critiques qui s'imposeraient de votre part. Ce n'est pas notre mission. Quant à l'indépendance, c'est une autre valeur importante. Ce n'est pas RTE qui a conçu le débat public. C'est la commission particulière du débat public qui a conçu l'ensemble de ces modalités, évidemment en relation avec RTE. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et on va donc pouvoir entrer peut-être, Sophia, un peu plus directement dans le vif de cette proposition de schéma décennal. Absolument, merci beaucoup à tous les deux pour la présentation à la fois de la Commission nationale du débat public et de l'équipe du débat et des valeurs aussi du débat public. Alors, on va rentrer dans cette première séquence de quoi va-t-on débattre. Là aussi, on voulait vous proposer un petit temps introductif avec quelques questions pour savoir déjà si vous savez ce qu'est un débat public, si certains et certaines ont déjà participé, et si vous avez une idée aussi de ce qu'est le schéma d'évolution du réseau électrique. Donc là aussi, pour les personnes qui ne le voient pas, etc., il n'y a pas de sujet. C'est juste un petit quiz pour les personnes qui le voient s'afficher à l'écran. Donc de nouveau, il y a 3 questions. La première, c'est à quoi sert un débat public? Est-ce que c'est à accueillir la diversité des points de vue argumentés, à voter pour la conduite au nom d'un projet ou d'un plan-programme, à éclairer les décisions publiques sur des projets ou des plans-programmes à fort impact social et environnemental? La deuxième question, c'est qu'est-ce que selon vous un schéma d'évolution du réseau d'électricité? À quoi sert-il? Est-ce que c'est un document qui sert à fixer le prix de l'électricité pour les 15 prochaines années, à organiser l'évolution du réseau électrique pour les 15 prochaines années ou à définir des objectifs annuels de réduction d'émissions de CO2? Et puis, la troisième question, et d'ailleurs déjà des questions dans le chat, finalement, pourquoi il y a un débat public? En quoi ce plan-programme concerne-t-il les citoyens et les citoyennes? Parce qu'il concerne tous les territoires de la France métropolitaine, parce qu'il correspond à un nouveau modèle énergétique ou parce qu'il influence la vie quotidienne de chacun, chacune. Donc là aussi, c'est pas grave si vous ne voyez pas le sondage. Je pense que sur smartphone, c'est pas évident, par exemple. Ou si vous souhaitez pas y répondre, il n'y a pas de sujet. C'est vraiment un petit, j'allais dire, un petit quiz d'entrée dans les sujets qui vont vous être présentés juste après. Laurine, je te propose qu'on partage les résultats. Désolée pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de répondre, mais on est un peu contraint par le temps et on est nombreux et nombreuses. Et donc la première question, oui, le débat public sert à accueillir une diversité de points de vue argumentés et puis effectivement à éclairer les décisions publiques sur des projets ou plans programmes à fort impact social et environnemental.
Le schéma d'évolution du réseau d'électricité, à quoi sert-il? Ben, vous allez le savoir dans une minute avec les différents intervenants et intervenantes que vous allez entendre, mais c'est à organiser l'évolution du réseau électrique français pour les 15 prochaines années. Et pour la dernière question, pourquoi, finalement, en quoi ce plan programme concerne-t-il les citoyens et citoyennes? Ben, toutes les réponses sont justes, en fait. Donc, voilà, vous avez répondu les trois réponses et en fait, elles étaient toutes justes. Merci beaucoup pour vos réponses à ce petit sondage. Et je vous propose maintenant qu'on entende Monsieur Manchon de la Commission de régulation de l'énergie. Et la première question peut-être qu'on va poser à Monsieur Manchon, c'est finalement, qu'est-ce que c'est la Commission de régulation de l'énergie? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette institution? Quel est son rôle et à quoi sert-elle? Bonjour à tous, merci déjà pour votre invitation. Donc, je me présente, Adrien Manchon, je suis chef du département transport d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie. Je suis ravi de pouvoir participer à ce débat public pour présenter ce soir les missions de la Commission de régulation de l'énergie, ou la CRE, comme on l'appelle chez nous. Donc, la Commission de régulation de l'énergie est une autorité administrative indépendante créée en 2000 lors de la libéralisation des marchés de l'énergie en France. Elle a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, ce qui inclut 4 grandes missions. La première qui est de réguler les infrastructures de réseau, donc qui sont des activités qui sont exercées en monopole, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Garantir le bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, ce qui inclut des missions de surveillance, par exemple surveillance du marché de la fourniture d'électricité, surveillance des fournisseurs. La CRE opère également des dispositifs de soutien. Elle va par exemple instruire des appels d'offres qui sont organisés par l'État pour le soutien à la production renouvelable. Et la CRE éclaire le débat public par la publication d'un certain nombre de rapports, par exemple sur la mobilité électrique ou la flexibilité du bâtiment. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être une deuxième question. Pourquoi faut-il un schéma de développement du réseau? En quoi cela consiste? Et pourquoi est-il revu tous les 2 ans? Alors, peut-être avant d'aller directement sur le schéma décennal du réseau, peut-être revenir un peu élargir sur la régulation des réseaux électriques. Donc, comme je le disais, le développement et l'exploitation des réseaux électriques, c'est des activités qui sont réalisées en monopole. C'est-à-dire que les entreprises qui l'exercent, RTE ou Enedis pour l'électricité, sont les seules en capacité à pouvoir rendre le service, donc d'accès au réseau de transport ou d'électricité sur leur zone de desserte. La CRE s'assure que ces gestionnaires de réseau exercent leur mission de manière transparente, indépendante et garantissent un accès non discriminatoire aux différents clients. Plus particulièrement, dans les missions de la CRE va fixer les méthodologies utilisées pour établir ce qu'on appelle les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, ce qu'on appelle le TURP, donc, qui a vocation à couvrir les coûts occasionnés par le fonctionnement des réseaux électriques. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de votre facture d'électricité et qui représente pour un client résidentiel environ 30% de la facture d'électricité. La CRE approuve également un certain nombre de règles, un certain nombre de modèles de contrats, règles de fonctionnement, d'accès aux interconnexions ou les procédures de raccordement. Et également, comme vous le disiez, donc la CRE approuve le programme annuel d'investissement de RTE et examine le schéma décennal de développement du réseau, qui est finalement donc, un document qui doit prévoir les investissements qui seront réalisés par le gestionnaire du réseau de transport dans les prochaines années. Et s'il est possible de passer à la prochaine diapositive, Bien sûr. dans ce schéma décennal de développement du réseau, donc il faut savoir que c'est une exigence qui est prévue par le Code de l'énergie et qui s'applique à l'ensemble des gestionnaires de réseau européens. Elle prévoit que RTE publie son schéma décennal de développement du réseau tous les 2 ans. Et donc, il a vocation à décrire les investissements qui doivent être réalisés dans les 10 prochaines années. Alors, le schéma décennal de développement du réseau, ce n'est pas une liste de 1000, 4000 investissements qui seront réalisés dans les prochaines années. Il a plutôt vocation à se concentrer sur les grandes politiques, les grandes stratégies d'investissement qui seront mises en œuvre pour créer des nouveaux ouvrages de réseau, renouveler le réseau, raccorder de nouveaux clients, le numériser. Je pense que RTE aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, on n'est pas sur une liste de l'ensemble des investissements, mais plutôt concentré sur les grandes stratégies et les grandes politiques. La CRE examine ce schéma, elle s'assure que celui-ci couvre tous les besoins pour le réseau dans les prochaines années, que les stratégies proposées par RTE soient pertinentes du point de vue technico-économique, et elle s'assure de la cohérence entre ce plan et un plan qui est établi par les gestionnaires du réseau de transport européen, qui couvre notamment les besoins d'interconnexion entre les pays européens. La CRE attache une grande importance à la consultation des parties prenantes et elle
envisage de faire une consultation publique sur l'avis qu'elle pourra rendre sur le schéma décennal de développement du réseau. Merci beaucoup. C'est parfait puisque vous avez déjà répondu finalement au rôle aussi de la CRE dans l'avis qu'elle doit rendre. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose maintenant qu'on entende Madame Auriol de Réseau Transport d'électricité, donc qui est en salle et du coup qui représente RTE, Réseau Transport d'électricité, et qui est pilote de la concertation et de la mise en œuvre du schéma décennal du développement du réseau. Peut-être pour commencer, Madame Auriol, est-ce que vous pouvez nous présenter de la même manière qu'on l'a fait avec la CRE, RTE, quel est le rôle et les missions de Réseau Transport d'électricité? Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de représenter RTE pour vous donner un premier aperçu de ce qu'est le SDDR, même si vous rentrerez davantage dans le détail lors des webinaires qui seront organisés ultérieurement. Donc RTE, donc le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Donc on exerce une mission de service public qui est d'ailleurs fondamentale. On s'assure qu'il y a de l'électricité partout, à chaque instant. En fait, l'électricité, elle se stocke très peu et donc on doit assurer qu'à chaque seconde, il y a autant de consommation que de production, et ça en tout point du territoire. On a aussi d'autres missions qui sont donc de construire, d'exploiter et de maintenir le réseau de transport d'électricité, donc le réseau à haute et très haute tension, qui est d'ailleurs le plus grand réseau de transport d'Europe. Alors la haute et la très haute tension, qu'est-ce que c'est? Si on fait une analogie avec le réseau routier, c'est l'équivalent des autoroutes et des routes nationales. Enfin, on a une dernière mission qui est d'éclairer via des analyses prospectives sur l'évolution du système électrique, donc via des documents, donc le bilan prévisionnel ou les futurs énergétiques. Merci beaucoup, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être une deuxième question, finalement, la question peut-être de ce webinaire. À quoi il sert ce schéma de réseau du transport d'électricité? À quoi sert ce réseau? Et pourquoi doit-on proposer finalement une stratégie pour qu'il puisse se développer? Le fameux SDDR, sur quoi porte ce débat? Alors, le réseau de transport d'électricité, c'est une infrastructure qui est vitale pour les Français parce qu'en fait, on consomme de l'électricité tout le temps. C'est important du coup pour l'économie française, puisque de la même façon, on se sert d'électricité dans les activités de tous les jours. Et donc, ce réseau, il permet de transporter de l'électricité sur des grandes distances entre les lieux de production et les lieux de consommation qui sont parfois très éloignés. Aujourd'hui, dans sa dimension actuelle, il permet de répondre aux besoins électriques de la France. Et c'est d'ailleurs un réseau très fiable, puisque il y a très peu de coupures sur notre réseau. On a une sécurité d'alimentation qui est de 99,999%. Donc, voilà, c'est un réseau qui est du coup très attractif pour un certain nombre de consommateurs qui cherchent une qualité d'électricité très haute. Donc, c'est par exemple le cas des data centers ou de certains industriels qui ont besoin donc d'une sécurité d'alimentation continue pour leur process. Ce réseau, il est le fruit de l'histoire du système électrique. Il a été construit en deux grandes phases, en deux grandes étapes. Donc la première après la Seconde Guerre mondiale et la deuxième entre 75 et 90 au moment du plan Mesmer, quand on a commencé à accueillir le parc nucléaire français. Aujourd'hui, il va entamer sa troisième étape de construction. Et donc, c'est pour cela qu'on a préparé le SDDR, au-delà de l'obligation légale. En fait, ce plan, il a pour objectif, finalement, de donner les conditions de réussite pour cette troisième étape d'évolution du réseau de transport. Donc, ce plan, c'est le SDDR, le schéma décennal de développement du réseau. Et donc, c'est une stratégie qui est priorisée, optimisée et cadencée dans le temps, et qui va jusqu'à 2040, et qui vient décrire les transformations nécessaires pour ce réseau, puisqu'il commence à être un peu vieux. Donc, dans certaines zones, il a déjà plus de 70 ans, voire il atteint même les 100 ans. Et il doit aussi accueillir de plus en plus de consommateurs et de producteurs afin qu'on puisse atteindre nos objectifs de décarbonation. Donc, on a un objectif public qui n'est pas un objectif de RTE, mais un objectif de l'État, qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour ça, en fait, on va devoir consommer plus d'électricité en électrifiant nos usages et pour dépendre un peu moins donc, de l'import de gaz et de pétrole fossile.
Donc, si on se projette jusqu'à l'horizon 2040, l'objectif, c'est que ce réseau, donc, il soit toujours au rendez-vous, que ça reste une infrastructure compétitive et attractive. Et donc, dans le SDDR, on va décrire finalement les évolutions qui sont nécessaires pour ces facteurs de réussite. Et du coup, ce document, il vient apporter de la visibilité donc, pour les utilisateurs les utilisateurs du réseau, donc les producteurs, les fournisseurs, les stockeurs. Du coup, on va leur décrire à quoi ressemble le réseau de demain, mais il donne aussi de la visibilité aux fournisseurs d'équipements et aux entreprises de travaux dont RTE a besoin pour s'approvisionner dans les matériels nécessaires à ces évolutions. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à ce stade, c'est une stratégie qui n'est pas définitive. Elle est soumise à différents avis. Donc, Monsieur Manchon l'a dit, la CRE va rendre un avis. C'est aussi le cas de l'État, de l'autorité environnementale, en plus de ce débat public qui a commencé donc, depuis la semaine dernière. Pour RTE, ce débat public, pour nous, c'est l'occasion de vous partager comment déjà on a élaboré cette stratégie, de vous présenter les différents enjeux donc économiques, industriels, environnementaux qu'on a cherché à pondérer. Et du coup, on vous présente ce qui nous semble être notre meilleur compromis, mais du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir votre avis sur ça. Et donc, c'est l'occasion de discuter des alternatives à la stratégie qu'on propose et de faire bouger les curseurs en fonction de votre retour et des autres avis qu'on aura sur le SDDR. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, exercice pas facile, mais si vous deviez résumer finalement ce schéma en quelques grandes priorités, quelles seraient-elles? Alors, on a 3 priorités, donc renouveler le réseau, raccorder de nouveaux utilisateurs et renforcer le réseau de transport. Ça fait 3 R, c'est plutôt facile à retenir. Donc là, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans chacun de ces R. Donc, pour le renouvellement, donc, comme je le disais juste avant, notre réseau, donc, il a été construit en 2 phases, il commence à vieillir. Ainsi, on a 20% des pylônes qui ont aujourd'hui plus de 70 ans. Alors, 70 ans, en fait, il faut avoir en tête que c'est finalement très vieux pour un réseau. En Europe, en général, la limite, la durée de vie moyenne des équipements, elle est plutôt autour de 60-65 ans. Voilà. Et nous, on essaye d'exploiter, tant que notre réseau est bien, d'aller un peu aux limites. Et donc, du coup, il va quand même falloir renouveler ces équipements. Et en parallèle, donc, le réseau, il est soumis au changement climatique. Nos postes sont notamment vulnérables aux inondations et nos lignes au risque de forte chaleur. Alors pourquoi est-ce qu'il faut du coup l'adapter? Parce que par exemple sur les fortes chaleurs, en fait les lignes elles vont avoir tendance à se rapprocher du sol. Ça peut poser des problèmes pour la sécurité des biens et des personnes. Et donc du coup pour le mettre en sécurité, on va réduire sa capacité de transit d'électricité, ce qui nous fait perdre un peu, ce qui le rend plus vulnérable. C'est pour ça que ces infrastructures, elles doivent être adaptées. Donc, dans notre stratégie, on s'adapte à un climat de plus 4 degrés d'ici 2100. C'est la trajectoire que la France a retenue dans le plan national d'adaptation au changement climatique. La stratégie qu'on propose, donc, c'est une stratégie 2 en 1. On mutualise les 2 enjeux, donc renouveler un réseau vieillissant et s'adapter au changement climatique. Et donc, d'ici 2040, le plan, c'est donc de renouveler 1/4 des lignes aériennes, 1/3 des pylônes et 100% des lignes souterraines de technologies obsolètes. L'objectif derrière ça, c'est que du coup, le réseau soit adapté au changement climatique à 100% en 2060 et donc à 80% d'ici 2040. Un point peut-être important, c'est que dans le SDDR, cette stratégie de renouvellement, c'est le programme industriel le plus important donc, du SDDR en termes de matériel et de ressources humaines qu'on va devoir mobiliser. Et donc pour ce débat public, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de discuter avec vous de ce rythme auquel on renouvelle le réseau et auquel on l'adapte au changement climatique. Si je passe maintenant au 2e R, et je vois que le temps file, raccorder, donc on va parler du raccordement. Donc avec la transition énergétique, on va raccorder de nouveaux consommateurs d'électricité et de nouveaux producteurs bas carbone, mais aussi des stockeurs. Alors en fait, le raccordement, c'est un droit. RTE, il se doit de raccorder au réseau tous les utilisateurs qui lui font la demande. Et preuve que la dynamique de la transition énergétique est enclenchée, on fait face à une dynamique très forte de demande de raccordement, aussi bien côté consommation que côté production.
Et par exemple, si tous les consommateurs qui ont demandé à se raccorder, si leur projet se concrétise, d'ici 2030, on aura doublé la consommation industrielle et numérique. Donc c'est quand même un changement de paradigme assez important pour RTE, mais pour tout le pays. Du coup, devant toutes ces demandes, en fait, on ne va pas pouvoir toutes les réaliser en même temps, donc il va falloir qu'on les planifie. Et donc, c'est ce que propose le SDDR, donc une planification sur le territoire et aussi dans le temps pour être au rendez-vous. Donc, notre stratégie, finalement, on va dire, il y a deux grands piliers. Donc, le premier, c'est de donner de la visibilité à ceux qui veulent se raccorder, donc en leur indiquant déjà, d'une part, où est-ce qu'il reste de la place pour qu'ils puissent se raccorder rapidement. Et là où on doit développer de l'infrastructure, de leur dire finalement quelles sont les zones favorables, les zones prioritaires dans lesquelles ils pourraient se raccorder rapidement. Et la deuxième idée, donc l'idée de mutualisation, c'est justement d'essayer de créer de l'infrastructure pour répondre à plusieurs besoins, à plusieurs demandes. Par exemple, on le voit sur la petite carte, alors c'est un petit peu petit, mais en rose, vous voyez les zones prioritaires qu'on a identifiées pour l'implantation de nouveaux consommateurs, donc ceux qui doivent se raccorder d'ici 2030, donc à Dunkerque, Le Havre, Fos-sur-Mer. Et il y a du coup aussi 7 autres zones de priorité 2 qui sont celles qu'on voit en bleu. Et donc là, justement, l'enjeu de notre point de vue, ce qu'on aimerait avoir de votre part dans le cadre de ce débat public, c'est de pouvoir discuter du choix de ces zones et du rythme aussi auquel ces infrastructures sont mises à disposition. Et donc là, je vais en revenir au troisième R. Donc, on a plus de consommation et plus de production à des endroits très différents. Et donc ça nécessite de renforcer la structure du réseau de très haute tension. Donc ça, c'est notre troisième priorité. Donc, plus de production, plus de consommation, des flux qui sont répartis différemment sur le territoire. Et du coup, ça nécessite de le renforcer. Donc, si je reviens sur mon analogie du réseau routier, ça revient finalement soit à construire une autre autoroute, ou alors rajouter une voie sur une autoroute pour éviter qu'il y ait des bouchons, donc ce qu'on appelle les congestions du réseau. Pourquoi on cherche à éviter les congestions? Parce que du coup, ça coûte cher pour la collectivité et à un moment, quand il y en a trop, ça fragilise le système, on a plus de mal à le gérer. Donc la stratégie qu'on propose, elle doit nous permettre de construire ou de renforcer 4000 lignes à très haute tension. Donc c'est l'équivalent de 8% de toutes les lignes à très haute tension qu'on a aujourd'hui en France. Et donc pour faire ça, on propose une approche séquencée, donc en 2 phases. Donc une première phase avec des infrastructures qu'on mettra en service avant 2030 et une deuxième avec des infrastructures qu'on mettra en service plutôt entre 2030 et 2040. Pour donner un exemple, par exemple, on a la zone de Chaingy-Dambron qui est un peu au sud-ouest de Paris. Et là, on a besoin de construire une nouvelle ligne parallèle à la ligne existante. Dans ce volet renforcement, on parle aussi des interconnexions, donc les liaisons que l'on peut avoir avec les pays voisins. Et donc là, notre stratégie, c'est déjà de réaliser les projets qui sont déjà prévus et de se poser la question de s'il faut développer de nouvelles interconnexions, d'étudier l'impact que ça a sur notre structure, donc notre squelette de réseau, et de voir s'il n'y a pas intérêt à le renforcer d'abord pour que les flux puissent transiter, parce que même si on a de nouvelles interconnexions, il faut bien que les flux puissent se répartir. Donc voilà pour les 3 priorités. Merci beaucoup. Et il nous reste très peu de temps. Peut-être j'ai une toute dernière question sur finalement la question du coût, puisqu'on voit c'est un schéma de développement qui va entraîner des transformations de grande ampleur. RTE a chiffré le coût à 100 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond ce chiffre? Alors oui, donc effectivement, 100 milliards d'euros, c'est très cher. On en a conscience, mais c'est sur 15 ans. Donc chaque année, à titre de comparaison, on dépense environ 50 milliards d'euros par an pour acheter du gaz ou du pétrole fossile pour nos besoins. Donc finalement, 100 milliards sur 15 ans, comparé à ça, c'est finalement pas tant que ça. Donc ces 100 milliards, ils se répartissent sur nos 3 R, donc avec 24 milliards sur le renouvellement, un peu plus de 50 milliards sur la partie raccordement et 16,5 milliards sur la partie renforcement.
Donc ces investissements, RTE ne les décide pas tout seul. Monsieur Manchon l'a dit tout à l'heure, la CRE valide le programme d'investissement de RTE. Et surtout, on ne va pas tout engager d'un coup, on va le faire progressivement en fonction notamment de la réalité du rythme de la transition énergétique. Enfin, ces 100 milliards, c'est pas un chèque en blanc. En fait, il faut voir ça aussi comme une opportunité pour notamment structurer la filière française des réseaux électriques. Donc, avec la stratégie qu'on propose, on a chiffré ça en équivalent, enfin en opportunité d'emploi de 8 000 à 12 000 emplois par an jusqu'en 2030. C'est aussi l'occasion de relocaliser nos approvisionnements, de développer de nouvelles usines pour s'approvisionner. Et donc, on a l'ambition d'atteindre plus de 75% d'approvisionnement en fournitures terrestres et 50% des fournitures maritimes, qu'elles soient sourcées en France. Enfin, c'est aussi la visibilité que le SDDR apporte auprès des fournisseurs nous permet aussi du coup de renégocier les contrats et du coup de leur donner plus de visibilité via notamment un allongement de la durée de nos contrats. Voilà, je trouve ça pour une première mise en boucle sur le SDDR, c'est déjà pas mal. Et Absolument. Du coup, je suis à votre disposition pour les questions ultérieurement dans la troisième phase de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Auriol. Merci d'avoir respecté les temps impartis et d'avoir répondu aux questions. Et effectivement, on précise aux personnes que Madame Auriol sera à disposition quand on reviendra des temps de groupe pour répondre à toutes les questions, les interrogations que ce temps de présentation aurait pu susciter. Je vous propose maintenant qu'on passe la parole à Francis Bossir et Isabelle Barthes, qui est également membre de l'équipe du débat, qui vont finalement nous présenter un petit peu plus ce débat public en particulier, la façon dont vous allez pouvoir vous informer, y participer, et aussi les grandes questions qui vont le structurer. Vous avez la parole. Merci Sophia. Alors tous les membres de l'équipe du débat sont présents autour de moi et ce soir c'est Isabelle qui me rejoint. Nous vous espérons fidèles au webinaire suivant au cours desquels vous aurez l'occasion de voir les autres membres de cette commission à l'œuvre dans ces séances entre nous. Voilà. Alors, les questions que nous proposons de mettre en débat ne sont pas exclusives de celles que vous, les publics, vous allez avoir envie de mettre en débat. Et c'est bien une partie de l'intérêt de la séance de ce soir de faire une sorte de recensement, finalement, des questions que vous-même, vous pouvez faire émerger. Alors, comment avons-nous construit ce principe de questions structurantes? Nous avons conduit une étude de contexte. Cette étude de contexte auprès d'élus, d'associations, de parties prenantes, y compris des industriels, nous ont fait remonter des questions absolument récurrentes. Et c'est à partir de ces questions récurrentes et des interpellations également que nous avons construit ce schéma de questions. Alors, les questions que vous voyez ici à l'écran, vous êtes en train de les lire, donc je ne vais pas les reprendre, elles s'articulent autour de 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est le dimensionnement de ce débat, de ce projet, alors du débat et de ce projet de schéma. Son dimensionnement, au fond, interroge les fondements et même les fondations, si je puis dire, sur lesquelles le schéma est édifié. Il y a le climat qui change, qui évolue et qui pose des questions d'incertitude à long terme. Et puis une autre grande question, évidemment, c'est l'évolution de la demande d'électricité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sont les incidences environnementales et territoriales de l'évolution du réseau. Et enfin, le troisième, qui a été évoqué par Louise Auriol il y a quelques instants, c'est la capacité industrielle de la France, de l'économie française, à mener à bien ce projet de schéma. Voilà un peu les 3 grandes questions qui vont structurer ce débat et qui vont d'ailleurs servir à construire les programmes des webinaires suivants. Voilà ce que je pouvais dire sur ces questions. Alors, nous avons une lettre, ce n'est pas la lettre R, nous avons la lettre M comme modalité. C'est notre travail de produire des modalités qui vont vous permettre de comprendre des enjeux et de vous exprimer. Et donc, je vais passer la parole à Isabelle pour vous parler de ces modalités.
Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. On parle de modalités, on pourrait parler aussi d'outils, hein, c'est peut-être plus concret. Comme ça a été dit tout à l'heure par Marc Papinutti, le président de la Commission nationale du débat public, on s'adresse à tous les publics. Donc, il y a un enjeu énorme, en particulier sur un débat sur un schéma national, d'aller s'adresser à tout le monde et pour ce faire, de trouver des outils qui permettent d'atteindre les gens où qu'ils habitent et quel que soit leur niveau d'information sur le sujet, même si c'est un sujet très technique. On a vu aussi que par ces incidences et par les choix de société finalement que ça implique, ça concerne absolument tout le monde. Donc, on a prévu, si vous voulez, de permettre aux gens de participer soit depuis chez eux, comme ce soir, derrière leur écran d'ordinateur. On va faire tout un cycle de webinaires qu'on appelle les jeudis d'électricité. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va tâcher de répondre aux questions qu'on a identifiées comme grandes questions structurantes du débat et de vous permettre à vous d'interagir avec des spécialistes, avec des experts et évidemment avec l'équipe de RTE pour vous forger votre propre opinion et pour éventuellement proposer des alternatives aux solutions qui ont été mises sur la table. Donc ça, c'est un premier outil. Ensuite, on a d'autres outils sur le site du débat qu'on vous recommande vraiment d'aller voir parce que, sans vouloir nous vanter, ils sont vraiment bien faits. On a un quiz qu'on appelle Elec Quiz, hein, qui, en quelques minutes, vous permet à la fois de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a des infographies qui sont très précises et très claires, et puis de regarder comment vous positionnez sur ces questions-là. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais allez voir, c'est vraiment très intéressant. On a un outil cartographique hein, qui va vous permettre de zoomer un peu sans aller à la maille des projets, mais de zoomer sur vos territoires à vous pour voir quels sont les enjeux que soulève ce débat de manière concrète, ce plan, hein, de manière très concrète sur le territoire sur lequel vous habitez. Et puis, de manière plus classique, pour les gens qui connaissent le débat public, on a bien évidemment une plateforme participative qui vous permet de poser des questions, d'obtenir des réponses et de commenter éventuellement les réponses aux questions ou les propositions d'autres participants. Et enfin, le cahier d'acteurs, si vous êtes une structure associative ou professionnelle ou élue, que sais-je, vous pouvez déposer un cahier d'acteurs. Et j'en profite pour dire que le plus tôt les cahiers d'acteurs sont déposés, le mieux c'est, parce que ça permet d'alimenter le débat et ça permet à nouveau à tous les internautes de réagir aux propositions que vous pouvez faire. Voilà, en très gros, les modalités à distance. On peut passer aux modalités présentielles. On va également, parce que le débat public, ça vit aussi sur les territoires, on va organiser des rencontres territoriales dans quelques régions de l'Hexagone. On ne peut pas aller partout, évidemment, hein, parce qu'on est une petite équipe et puis que sinon, on passerait plus de 6 mois à sillonner l'Hexagone, mais on a choisi, vous verrez tout à l'heure la carte, quelques lieux emblématiques des questions qu'on a repérées, des grandes questions structurantes du débat. On a un groupe de citoyens hein, que je salue d'ailleurs puisqu'ils sont connectés ce soir. On a choisi de faire participer des gens qui n'y connaissent vraiment rien, qui sont répartis sur la totalité du territoire hexagonal et qui sont, sans être représentatifs de la population française, parce que sur un petit échantillon de 30 à 35 personnes, on ne pourrait pas, mais en tout cas représentatifs de la diversité à la fois en termes d'âge, un équilibre entre les femmes et les hommes, des métiers différents, des lieux d'habitation différents, des situations professionnelles différentes. Donc, et on a quand même mis un petit focus sur la jeunesse parce que c'est aussi notre choix. On parle d'un schéma à l'horizon 2040, donc évidemment, on s'adresse plutôt au public jeune qui seront les premiers à vivre concrètement dans leur vie les conséquences des choix qui vont être faits à propos de ce plan
de RTE. Donc, on a également des partenariats avec les universités. Hein. On va faire travailler une dizaine d'universités sur le territoire national et on est très contents. Hein, d'ailleurs, il y a quelques étudiants et étudiantes et leurs enseignants qui sont connectés ce soir. Je les salue également. On prévoit, on est en train de mettre en place de la médiation scientifique avec les lycées pour s'adresser vraiment aux plus jeunes. Et puis, on aura aussi des visites de sites parce que c'est important de se rendre compte concrètement, physiquement sur le territoire de ce que c'est qu'un poste électrique et comment ça fonctionne. Donc, voilà, ça sera pour des lycéens, pour le groupe citoyen et pour les publics si vous êtes dans la région quand on organise ces visites-là. Voilà, si on veut zoomer un peu plus sur le détail de ces modalités, vous avez ici, mais vous le voyez sur l'écran, vous le verrez sur le site aussi, voilà, ces rendez-vous rythmés des jeudis de l'électricité qui nous permettent d'approfondir les questions qui ont été évoquées par Francis tout à l'heure, à la fois sur les hypothèses de changement climatique, de production et de consommation de l'électricité, les impacts d'évolution du réseau électrique sur les milieux vivants, sur le climat, sur les ressources naturelles, sur les paysages, et puis les questions économiques, un zoom au niveau européen avec les questions d'interconnexion, et puis la question concrète de la faisabilité hein, qui a été évoquée tout à l'heure par Louise Auriol, la faisabilité économique, industrielle de l'évolution de ce réseau électrique. Voilà les grands rendez-vous et on vous recommande de vous y inscrire. À chaque fois, vous aurez la possibilité donc d'interroger des experts qui présenteront évidemment des points de vue contrastés, c'est tout l'intérêt d'un débat public, et puis évidemment RTE. Voilà, on peut passer à la présentation suivante. Voilà, vous avez les séquences territoriales qui sont ici indiquées. Le Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, le Grand Est et Rhône-Alpes. C'est pas par hasard qu'on a choisi ces lieux-là parce que évidemment ils correspondent à des situations soit de raccordement de nouveaux producteurs, soit d'arrivée de nouveaux entrants dans les grands consommateurs. Et puis il y a les questions d'interconnexion aussi. Donc voilà, on sait qu'on ne peut pas aller partout, mais on va essayer avec ces rencontres-là, de traiter des cas un peu emblématiques qui correspondent aux grands sujets de ce débat. Voilà. Peut-être un petit zoom. Vous voyez, la carte, finalement, à travers les modalités qu'on a envisagées, on ne va pas partout, mais tous les territoires sont concernés, soit par le travail avec la jeunesse et les publics éloignés, soit par des rencontres présentielles. Et puis, évidemment, on vous invite à vous emparer de toutes les modalités à distance, hein, sur le site du débat et à travers les rencontres les jeudis de l'électricité. Voilà, et on pourra détailler tout ça si vous voulez ultérieurement. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Alors c'est le moment, il y a déjà beaucoup de questions, de réactions dans le chat, mais on arrive au terme un peu de cette première séquence qui servait à vous présenter finalement de quoi va-t-on débattre, à poser un petit peu le sujet. Et là, vous êtes 135 à être connectés. Ce qu'on va vous proposer, c'est de partir en groupe avec dans chaque groupe un facilitateur ou une facilitatrice qui va animer les échanges et je vous prie de la réserver le meilleur accueil possible et d'écouter un peu les règles du jeu qu'ils vont présenter. À quoi ça sert finalement ce sous-groupe? Vous allez pouvoir exprimer vos premières réactions à la lumière de ce qui a été présenté à la fois sur le débat public et à la fois par l'équipe de RTE et l'équipe de la Creux. Est-ce que vous avez de premières réactions et des réactions, c'est pas nécessairement des questions, c'est aussi vous pouvez partager votre avis, votre point de vue. Hein. Le débat public, encore une fois, il est là pour faire le tour des arguments. Et puis aussi, si vous avez des questions, et j'ai vu qu'il y en avait déjà de nombreuses dans le chat, c'est l'occasion de les partager, de les poser, de les lister, de les identifier
On ne pourra pas nécessairement répondre à tout ce soir, mais toutes les questions qui n'auront pas reçu de réponse ce soir seront versées sur la plateforme participative du débat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un délai de 15 jours, Réseau Transport d'électricité ou l'équipe du débat, si c'est une question sur le débat, va pouvoir vous apporter des éléments écrits. Et puis, vous pouvez aussi nous faire part de vos attentes, plutôt pour répondre à la question de quoi avez-vous besoin pour débattre. Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Est-ce que vous avez besoin de documentation, etc. N'hésitez pas aussi à nous partager un peu vos attentes pour ce débat. Je précise que dans chaque groupe, il y aura des membres de l'équipe de débat, de la Commission nationale du débat public et aussi des équipes RTE qui seront plutôt dans une posture d'écoute active, notamment pour les personnes qui travaillent chez RTE. On vous invite à ne pas répondre aux questions dans les groupes, puisque l'objectif, c'est de bien pouvoir les identifier, nous, en amont, et de pouvoir y répondre soit à l'écrit sur la plateforme participative, soit tout à l'heure lors du temps d'échange. À la fin, on aura un petit tirage au sort pour savoir, c'est le sort qui va décider quel groupe restitue. On essaiera d'en faire 2 ou 3 si on a le temps et qui pourront partager les questions, les réactions et du coup les intervenants et intervenantes pourront y répondre. Et vous l'avez compris, vous avez aussi des membres du groupe citoyen qui sont présents dans chaque groupe. Et là aussi, on vous invite à leur réserver le meilleur accueil puisqu'ils découvrent tous les sujets comme certains et certaines d'entre vous. Voilà. Alors, comment ça va se passer pour rejoindre ces groupes? On va lancer, promis, c'est le dernier ou presque, le sondage. Un sondage et vous avez des numéros qui vous ont été affectés tout à l'heure. Vous le voyez dans votre vignette vidéo, vous voyez que vous avez des numéros devant votre nom. C'est tout simplement les groupes qui ont été constitués et on vous invite à cliquer tout simplement sur le numéro. Par exemple, si devant votre nom, prénom, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 groupes, on vous invite à cliquer sur le numéro et ça va créer automatiquement des salles. Et pour mes collègues qui sont en charge de la facilitation, on vous invite aussi à cliquer pour rejoindre directement vos groupes. Si là aussi, vous ne voyez pas le sondage, etc., ne vous inquiétez pas, moi je vais rester ici et du coup, j'aurai le rôle aussi de pouvoir vous affecter à des groupes. Donc voilà, donc, vous avez un numéro qui est juste à côté de votre prénom. Et si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas, moi je vous affecterai. Ok, pour les facilitateurs, on me dit effectivement que tout le monde ne peut pas cliquer, donc pas de souci, je vous affecterai aussi. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas eu de numéro, peut-être parce qu'elles se sont inscrites un peu plus tard, etc. Donc restez avec moi, ou alors je vous invite à cliquer directement sur le groupe 4 pour celles qui n'ont pas de numéro, parce que c'est un groupe qui est un peu moins rempli à ce stade. Donc n'hésitez pas à cliquer directement sur le groupe 4. Voilà. Si vous n'avez pas le sondage, c'est pas grave, je vous affecterai tout à l'heure. Je vous laisse encore quelques minutes parce que tout le monde n'a pas répondu, donc j'espère que tout le monde voit bien le groupe. Ouais, on me dit que tout le monde n'a pas le sondage. Moi, je l'ai bien encore sous les yeux, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Pour Monsieur Banet, vous êtes dans le groupe 5. Ah, mais vous n'avez plus le sondage, pardon. C'est pas grave, je vous affecterai pour les personnes qui n'ont plus le sondage. C'est un peu les joies de la régie technique, hein, ça, on vous laisse quelques minutes. Là, je crois qu'on a fait le tour. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas cliqué. Je vais vous affecter. Ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Restez avec moi. Et puis, je vais peut-être demander à ma collègue Laurine, puisque je vois que ça stagne un peu, de créer les groupes. Et je vais m'occuper, moi, de vous affecter. J'espère que tout s'est bien passé dans les groupes. Voilà, l'équipe se réinstalle progressivement aussi parce que les membres de l'équipe du débat sont allés voir un peu ce qui se passait dans les groupes avant de revenir vers vous. Merci en tout cas d'avoir participé à ce temps de groupe et un grand merci à tous les facilitateurs, facilitatrices qui les ont accompagnés dans ces échanges. Ce que je vous propose pour les dernières 25 minutes,
c'est 25-30 minutes pour essayer de vous libérer à l'heure, parce qu'on a dit 20h30, c'est de faire un petit temps de restitution de ces groupes. Et comme vous l'avez vu, vous êtes nombreux et nombreuses ce soir, on ne pourra pas entendre tous les groupes. Donc, on va procéder à un petit tirage au sort pour savoir quel groupe on va entendre. Donc, j'espère que côté équipe du débat, je me permets de vous regarder pour voir si vous nous entendez bien. Est-ce que c'est bon? Super. Merci, je vois que Madame Auriol vous réinstallez aussi. C'est parfait. Et alors, on va faire un petit tirage au sort sur un outil qui a un nom rigolo qui s'appelle Plouf Plouf et qui va nous dire un peu quel groupe on va entendre. Donc, c'est parti. Normalement, vous voyez en direct le tirage au sort avec moi. Le suspense est à son comble et c'est le groupe 9 qui a été choisi. Et alors, magie, vous voyez quand même en virtuel, on peut faire quand même des choses sympas. Magie du virtuel, on va voir en direct un zoom sur le groupe 9 et c'est ma collègue Eléa du coup qui va pouvoir restituer son groupe et notamment peut-être les principales questions, réactions qui ont été partagées. Eléa, on t'écoute. Oui, j'étais en train de noter, de prendre mes notes quand tu m'as désigné. En plus, vous voyez notre salle de prise de notes pas du tout rangée. Et nous, avec le groupe, ce qu'on voulait vous partager, c'était 3 points saillants. La première réaction qui arrive, c'est finalement la difficulté à appréhender l'ensemble du sujet dans toute sa complexité. Et du coup, les difficultés qui en résultent pour pouvoir se positionner. C'est un sujet qui amène à discuter du mix énergétique, d'hypothèses, de l'état actuel du réseau, de projections futures. En fait, voilà, il y a plein d'éléments, c'est assez technique et il y a une forme de prise en main qui semble assez lourde pour le public. Je tiens à préciser qu'aussi, on avait beaucoup dans le groupe de membres du groupe citoyen, donc ils vont avoir l'occasion de cheminer au fur et à mesure, mais pour qui, en premier abord, ça paraît important, ou en tout cas imposant. Le deuxième point saillant, c'est justement les ramifications autour de ce scénario de schéma de développement et finalement l'hypothèse qu'en premier lieu, au-delà du scénario, qui est une forme de réponse un petit peu technique, il faut se poser la question, en tout cas il faut pouvoir débattre du mix énergétique, c'est-à-dire à partir de quelle hypothèse concrète on élabore et on prend les décisions de ce scénario pour refondre ce schéma de développement. Donc ça, c'est un peu un préalable. Le lien a été fait aussi à l'actualité, notamment sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui n'a pas été tout à fait aboutie. Donc, comment est-ce qu'on est en capacité de faire un bon scénario, prendre des bons choix sans avoir ce préalable-là. Et puis peut-être le dernier point saillant concernant le débat, il y a eu le besoin d'avoir accès à un ensemble de ressources. Alors à la fois de travailler avec des choses concrètes, c'est-à-dire de travailler avec du chiffre, avec des hypothèses concrètes, avec voilà, tel scénario va conduire à une augmentation de X% ou de X euros des factures. Un exemple qui a été cité pour vous donner un petit peu voilà, cible de ce qui est attendu en termes de concret. Et puis avoir accès aussi non pas que aux documents qui sont liés au schéma de développement du réseau, mais aussi à tout ce qui est annexe, notamment cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ouvrir aussi l'accessibilité au débat. Et enfin, une petite, là c'est plus pour la CPDP, une petite demande d'avoir des précisions sur la composition, le mode de recrutement du groupe citoyen. Merci beaucoup, Eléa, pour cette synthèse qui était très claire. Et merci aux membres de ton groupe d'avoir partagé ces questions-là. Ce que je vous propose, côté équipe du débat et réseau transport d'électricité, c'est de pouvoir peut-être apporter des premiers éléments de réponse. On voit, alors, le sujet PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, est sorti. Il avait déjà été relayé dans le chat, donc c'est peut-être l'occasion de pouvoir y apporter des réponses. Finalement, qu'est-ce qui se passe, même si la PPE n'a pas été adoptée, quelles conséquences ça a? Je précise que c'était aussi une question du chat, donc ça me permet de vous la relayer. Et puis, à partir de quelle hypothèse on débat? Pareil, c'était une des questions du chat, donc ça permet aussi de voir comment vous y répondez. Peut-être qu'on peut activer vos micros côté salle pour l'équipe du débat et réseau de transport d'électricité. Et côté équipe du débat, effectivement, vous avez vu des attentes de ressources, de chiffres, des hypothèses, peut-être des attentes de précision sur le comité citoyen. Donc, on vous laisse réagir à tout ça. Merci pour ce premier retour. Alors, on va peut-être commencer sur... Je vois qu'il y a pas mal de questions autour de l'articulation entre le SDDR et la PPE. Donc, déjà, ce débat, il vise à parler du SDDR et pas de la PPE. Donc, la PPE, elle a déjà fait l'objet d'une
je crois que c'était une concertation donc l'année dernière. Elle a eu une consultation publique aussi en mars de cette année. Et du coup, c'est quelque Excusez-moi, chose je me permets juste de vous couper. Est-ce que vous pourriez préciser peut-être pour les membres du groupe citoyen ce qu'est la PPE, ce qu'est la programmation pluriannuelle de l'énergie? Juste un mot vraiment très rapide pour expliquer peut-être ce qu'est le texte. Merci beaucoup, je ne vous coupe plus après. Pas de souci. Donc la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, en fait, c'est un document, qui se traduit par un décret, donc il y a une valeur réglementaire dans lequel l'État fixe ses objectifs, notamment en matière de mix électrique. D'ailleurs, ça ne parle pas que d'électricité, ça va parler aussi de toutes les énergies, dont le gaz. Bon, là, en l'occurrence, pour faire le lien avec le SDDR, on est plus sur le mix électrique. Et donc, effectivement, c'est un cadre national assez structurant. Mais donc pour revenir sur le lien avec le SDDR, donc le SDDR, il ne se fonde pas exactement sur les objectifs du projet de PPE. RTE a élaboré plein de scénarios. On a fait beaucoup de variantes qu'on a étudiées dans le cadre du SDDR. Et donc justement, le SDDR, quand on regarde les fiches, on voit que pour chacune des fiches, en fait, on a un système de curseurs qui justement vient s'adapter en fonction de finalement ce que sera réellement le mix électrique. Et puis la PPE, finalement, c'est qu'une composante du SDDR. Il y a toute une partie du SDDR, notamment la partie renouvellement, qui n'a du coup pas de lien avec les objectifs qu'on peut se donner en termes de mix électrique. Et en fait, le SDDR, il s'inscrit dans un cadre qui est beaucoup plus large que juste la PPE. Donc, on a notamment la stratégie, la SFEC, la stratégie française énergie-climat. On a un objectif de neutralité carbone à 2050 qui, lui, qui est gravé dans la loi. On a aussi le plan national d'adaptation au changement climatique et un cadre européen tel que Fit for 55 qui pose un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc, la PPE, c'est un élément. Après, on se projette à 2040, donc c'est quand même, il y a beaucoup d'incertitudes d'ici là. Et justement, la stratégie, en ce sens, elle est paramétrique. Elle peut s'adapter en fonction de la réalité de ce que sera le mix français d'ici 2040. Très bien, merci. Est-ce que sur les hypothèses, vous voulez dire un mot? Je précise peut-être que ça fera l'objet d'un webinaire dédié. Voilà, peut-être juste, je ne sais pas si vous voulez dire un mot complémentaire, sinon on peut aussi entendre l'équipe du débat. Non, effectivement, il y aura un webinaire sur les hypothèses aussi bien adaptation au changement climatique, consommation et production. Il y aura même 2 webinaires, donc effectivement, ces thématiques seront abordées plus largement dans ces webinaires. Merci. Peut-être la parole à l'équipe du débat pour répondre aux questions. Donc, j'ai noté les besoins de ressources, chiffres, hypothèses et peut-être une réponse aussi sur la PPE et puis la composition du groupe citoyen, si vous voulez en dire un mot. Je vais commencer par répondre à la question sur la technicité et l'accès à des ressources. Et puis Isabelle parlera du groupe citoyen. En fait, je voudrais revenir sur le travail que nous avons fait depuis quelques mois. Le document produit par RTE au mois de février est présenté à ce moment-là à l'occasion d'une conférence de presse. C'était un document encore plus technique que le dossier du maître d'ouvrage que l'on peut voir sur le site, et en particulier sa synthèse. Un grand pas a été fait pour rendre accessible finalement les grandes lignes de ce schéma. Ce n'est pas forcément suffisant, mais je pense que dans les webinaires, il nous appartient à nous, l'équipe du débat public, d'intervenir chaque fois que nous estimerons ou que nous constaterons qu'une partie du public a des difficultés avec tout simplement un vocabulaire technique qui ne pose aucun problème entre les ingénieurs. Et bon, ça, c'est notre travail de pédagogie à nous. Il y a une autre chose, c'est la mise à disposition de la documentation. Alors, lorsque vous aurez besoin de documents que vous ne trouvez pas déjà sur le débat, sur le site du débat public, vous aurez la possibilité de formuler vos demandes directement auprès de RTE, qui veillera effectivement à vous apporter ces informations. Je signale que nous avons fait travailler
une équipe de graphistes qui ont conçu ce que nous appelons des infographies. Il y en a une trentaine. Elles sont sur le site du débat. Elles mettent en image un certain nombre de sujets assez techniques. Cette mise en image, c'est aussi un moyen de rendre accessible de façon relativement aisée un certain nombre de sujets techniques. Donc évidemment, je vous invite à aller vers ces infographies. Elles ont donné beaucoup de travail. Nous avons été extrêmement attentifs à ce qu'elles soient attrayantes, attractives même, et RTE, évidemment, nous a apporté les informations nécessaires pour les construire et vérifier que ce que nous-mêmes, qui ne sommes pas spécialistes, nous avions envie de mettre sur ces images. Mais retenons l'idée que vous pouvez interpeller la commission du débat public lorsque vous trouvez qu'on ne fait pas notre travail de pédagogie. Et nous serons attentifs, évidemment, à vos demandes. Alors, peut-être, si, quand même, une expérience personnelle. C'est mon 6e débat public. Je n'ai pas retenu de tous les débats publics antérieurs que les publics ne puissent pas s'approprier des questions complexes. C'est précisément dans le cours du débat, dans l'ensemble du développement de ces modalités, dans les échanges qui sont faits, que finalement, tout à chacun peut comprendre les enjeux et exprimer, prendre sa position vis-à-vis de ces enjeux. Je n'ai jamais vu de public quittant le débat public en disant on n'y comprend rien. Donc au fond, c'est notre travail à nous de faire en sorte que vous ayez envie de suivre le débat jusqu'au mois de décembre, jusqu'à début janvier. Et je pense que la question de l'accès à l'information et à la connaissance aussi, c'est une question qui ne se posera même plus quand on aura atteint le terme du débat. Merci. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Francis, sur la pertinence de faire travailler des publics qui n'y connaissent rien a priori et de leur permettre d'avoir suffisamment d'informations pour produire des propositions tout à fait intéressantes. C'est évidemment le rôle de la Commission nationale du débat public et des équipes du débat. Et ça va être en particulier le travail qu'on va demander aux groupes citoyens. Et tout à l'heure, on a entendu dans le groupe où j'étais une personne du groupe citoyen qui disait voilà, c'est un peu trop technique pour moi, j'y comprends rien. C'est un peu normal, on est à la première rencontre du débat. On entend qu'il faut qu'on arrête de parler en acronyme et qu'on parle en français courant, et vous avez bien raison de nous faire la remarque. Mais aussi, je veux vous rassurer, au fil du travail qu'on va faire avec vous, vous allez rentrer dans le vif du sujet et vous serez tout à fait à l'aise au bout de quelques séances. Pour répondre à la question de comment on a constitué ce groupe citoyen, on a travaillé avec notre groupement WDPE, avec un institut de sondage à qui on a donné un cahier des charges. On a demandé qu'il y ait des personnes qui soient représentatives de l'ensemble du territoire hexagonal, qu'il y ait une diversité entre les urbains, les ruraux, les périurbains, qu'il y ait évidemment une égalité entre les femmes et les hommes, qu'il y ait des diversités de métiers et d'âge. On a mis un peu le focus sur les plus jeunes, mais le panel, il va de, je crois, une vingtaine d'années à plus de 70 ans. Donc voilà, il y a quand même diverses tranches d'âge qui sont représentées, divers types de métiers. Et puis, on a aussi tenu à ce que dans ce groupe-là, il n'y ait justement ni de professionnels de l'énergie, ni de gens qui connaissent le sujet pour avoir déjà participé à d'autres débats publics, soit en tant qu'association environnementale, soit en tant que représentant de collectivités territoriales, par exemple. Et donc, pour nous, c'est très important de pouvoir faire travailler un public justement qui ne connaît pas le sujet et qui va apporter des questionnements, des interrogations et des propositions qui vont forcément devoir faire réagir RTE. Et c'est ça qui nous intéresse. Merci beaucoup à tous et toutes pour vos éléments de réponse. On s'approche de 20h30, donc je vais proposer qu'on tire au sort un deuxième groupe. Pour les autres groupes qui n'auront pas été tirés au sort, je rappelle qu'il y aura un compte-rendu de la rencontre qui va bien sûr être produit et que toutes les questions que vous avez posées auxquelles on n'aura pas apporté de réponse seront versées sur la plateforme participative et le lien de la plateforme participative vous sera partagé sur le chat. Donc, je vais à nouveau partager mon écran pour faire le tirage au sort.
Hop, alors c'est le numéro 7 qui a été tiré au sort. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la fenêtre. Hop, excusez-moi pour les petits soucis techniques. Donc, je vous confirme que c'est le numéro 7 qui a été tiré au sort. Et le numéro 7, je dézoome un petit peu, c'était Elsa qui a animé ce groupe. Donc, Elsa, on va te laisser la parole pour restituer, comme pour tout à l'heure, Eléa. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous, on était un groupe relativement restreint avec 3 personnes, dont 2 du groupe citoyen. Donc, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu comme le groupe d'Eléa avec, on s'est dit beaucoup d'informations données, la complexité du sujet, mais une vraie curiosité aussi pour les débats, aussi voir comment les futures modalités du débat public vont se dérouler. Et puis le fait que le renouvellement des infrastructures vieillissantes était une bonne initiative. Ensuite, sur les questions, il y a quelqu'un qui partageait, et ça avait aussi été partagé dans le chat, le projet Midi-Provence, et se demandait si ce type de projet, donc de liaison électrique sous-marine, était une bonne piste, et si on pouvait miser sur plus de liaisons sous-marines à l'avenir en France. Une deuxième question, de savoir si ce plan de renouvellement du réseau était financé par de l'argent public et par qui était financé RTE. Et enfin, plutôt pour l'équipe du débat, comment a été recruté le groupe citoyen, mais c'est une question à laquelle Isabelle vient de répondre. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être rapidement une réponse de RTE. Alors, je ne sais pas si la Creux est encore connectée, peut-être sur la Ou partie de financière. Monsieur Manchamp, ouais. Oui, bien sûr, pas de souci. Après, je ne sais pas si on aura l'occasion probablement d'y revenir ultérieurement. Donc, comme je l'indiquais, finalement, les coûts d'exploitation, de développement, c'est un peu les coûts des investissements sont financés par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Donc, ce sont des tarifs qui sont acquittés par l'ensemble des utilisateurs du réseau. Les coûts associés à RTE seront répercutés dans le tarif d'utilisation dans un domaine de tension, donc sur le domaine du transport d'électricité, et ils sont en fait payés également par les gestionnaires de réseaux de distribution, ce qui fait que l'ensemble des consommateurs payent les coûts associés au SDDR. Il y a différentes modalités. Ces tarifs sont fixés par la CRE pour des périodes de 4 ans et il y a des modalités spécifiques, notamment pour les investissements, qui permettent de les étaler sur des longues périodes de temps. Donc, pour ça que un doublement des dépenses d'investissement de RTE occasionne pas un doublement des factures, parce que les investissements sont rémunérés sur des longues périodes de temps. Je pense, après, si c'est une question qui intéresse dans le débat, je pense qu'il faudra prendre un peu plus de temps pour expliquer l'ensemble des modalités de construction de ces tarifs. L'essentiel pour moi est plutôt de dire qu'ils sont payés par les factures, par une composante des factures d'électricité des consommateurs. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Peut-être un retour de RTE sur le projet Midi-Provence et sur les liaisons électriques sous-marines. La question était, est-ce que c'est finalement des bonnes pistes? En fait, chaque projet, le SDDR, il n'a pas vocation à s'intéresser à chacun des projets. Ce n'est pas une somme de projets, c'est une stratégie globale. Ensuite, il faut savoir que quand on choisit un projet, c'est un ensemble de champs de contraintes qu'on prend en compte. Et du coup, on cherche le meilleur compromis entre les enjeux techniques, les enjeux environnementaux, les enjeux justement de financement. Donc, il n'y a pas forcément de meilleure solution plutôt qu'une autre. C'est vraiment du cas par cas. Merci beaucoup pour ces réactions. Donc, on approche de 20h30. Donc, encore une fois, je rappelle qu'il y aura un compte-rendu de cette rencontre qui sera publié dans les jours à venir sur le site du débat. Peut-être vous relayez quelques questions, réactions qu'il y a eu aussi dans le chat, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui ont été partagées dans le chat, et notamment pour l'équipe du débat, des questions sur les modalités
Et le choix d'avoir organisé beaucoup de webinaires, certains se demandent, alors ont bien vu qu'il y avait des rencontres territoriales, mais peut-être préciser les objectifs de ces rencontres territoriales. Certains et certaines se demandent pourquoi ne pas avoir fait des rencontres thématiques, comme ça a été le cas dans le cas des débats publics passés, ou d'autres modalités de type forum des publics qui ont pu se faire récemment. Donc je me permets de relayer cette question. Et après, on avait des questions de fond, mais pour celle-là, on va peut-être renvoyer les participants et les participantes au prochain webinaire, notamment sur tout ce qui était hypothèse de consommation et de production électrique. C'est très important parce que ça va faire l'objet de 2 webinaires distincts. Donc, dans le chat, on a pu vous rappeler les dates. On vous invite bien volontiers à vous y inscrire parce que c'est vraiment ces 2 webinaires qui vont permettre d'approfondir ces sujets-là. Donc, peut-être quelques questions pour l'équipe du débat sur les modalités et le choix d'avoir fait pas mal de rendez-vous en visio et d'avoir fait des rencontres plutôt territoriales et pas forcément thématiques. Je crois qu'on n'a pas conçu les rencontres territoriales comme contradictoires avec des questions thématiques. Ça, je crois que c'est... Laissez-nous construire finalement le programme de ces rencontres territoriales. Vous verrez qu'évidemment, territoire par territoire, il y a des thèmes qui s'imposent. D'un autre côté, on est une équipe du débat public qui n'est pas composée de 50 personnes. On dispose de quelques semaines pour conduire ce débat public et il s'adresse à l'ensemble du territoire national. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des choix. Et on a fait des choix de telle façon qu'ils permettent d'aborder les différentes thématiques dans des lieux où cette thématique, évidemment, peut prendre une dimension particulière. Bon, voilà ce qui nous a guidés. Et alors maintenant, évidemment, la partie numérique, c'est la façon, évidemment, de s'adresser à l'ensemble du territoire, à l'ensemble de la population française, puisqu'il s'agit évidemment là, pas du tout d'un projet localisé. On voit bien la différence, hein. On est sorti à la CNDP de plusieurs débats publics très localisés, en particulier sur des projets de parcs éoliens en mer. Le dernier débat qui s'est appelé la mer en débat a concerné des façades littorales. C'était une grosse opération. Il y a eu 4 débats simultanés. Là, nous sommes sur un schéma national à échéance de 2040 et qui relève finalement, qui est une des expressions des politiques publiques de l'énergie. Et évidemment, nous ne pouvons pas aller partout. En revanche, et aujourd'hui, ce soir, on l'a bien entendu, il y a des questions très précises que nous allons intégrer dans les différentes modalités que nous avons prévues. Et en ce qui concerne le groupe citoyen, il est bien évident que le groupe citoyen va devenir peu à peu expert de ces questions, puisque nous partons avec ce groupe citoyen pour la totalité, la durée complète du débat public. Voilà. Si je peux, juste ce qui vient d'être dit sur les rencontres territoriales, on peut en remontrer la carte si vous voulez bien, pour montrer où est-ce qu'on va aller. Et puis pour vous préciser que ces rencontres, elles seront à la fois localisées, ouvertes en présentiel au public des régions concernées, mais qu'elles seront ce qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par la thématique, par exemple, de la décarbonation des ports et que vous habitez à Marseille et que vous n'allez pas vous rendre au Havre, vous pourrez participer à la rencontre chez vous depuis votre ordinateur, puisque cette rencontre sera hybride. Et c'est la même chose pour tous les autres lieux. À Strasbourg, on va plutôt sans doute parler des interconnexions. À Bordeaux, plutôt des relations avec l'éolien en mer, à Limoges, des data centers, etc. Donc, voilà, à chaque lieu, on a choisi effectivement de raccrocher une thématique qui est générale au projet de schéma décennal. Mais on va sur le terrain parce que ça nous paraît plus intéressant et plus vivant d'aller rencontrer les gens qui sont confrontés sur leur territoire à ces questions-là directement. Mais bien évidemment, on va en profiter pour
tricoter, si j'ose dire, avec les thématiques transversales qui seront par ailleurs traitées par les webinaires. Et donc, tout ça est tout à fait complémentaire. On attend vos réactions là-dessus, mais on n'a pas l'impression d'avoir fait d'impasse ni mis en contradiction les rencontres sur les territoires et les rencontres en format distanciel. Voilà, mais venez aux rencontres sur les territoires et aux webinaires et puis dites-nous comment vous vivez ça et évidemment on essaiera aussi d'améliorer les dispositifs, d'ajuster, de rendre les choses le plus compréhensibles possible. On a bien entendu cette demande-là et vous avez raison, c'est très important. Merci beaucoup Isabelle pour cette réponse. On approche des 20h30, donc peut-être que c'est le moment déjà de remercier les participants, les participantes et de rappeler qu'il y aura donc un compte-rendu qui va être rédigé. Et puis peut-être pour Isabelle et Francis de rappeler les prochaines dates justement des prochains rendez-vous. Oui, alors vous les voyez indiqués sur cette image. Dès le 25 septembre, on plonge, si je puis dire, dans le cœur du sujet, les hypothèses. Ça, c'est la question qui est remontée un petit peu aussi de ces groupes-là de réflexion. Les hypothèses sur lesquelles s'appuie RTE pour prendre des décisions, eh bien, elles sont mises en débat sur les hypothèses climatiques, d'une part, et de production d'électricité. Et dès le 2 octobre, le 2-10, pardon, hypothèse d'évolution, cette fois de la consommation. Donc, on aurait eu climat, production, consommation. Ça, ce sont les deux webinaires qui se présentent. Et puis, sur le territoire, comme vous pouvez le lire, le débat public se présente au sein de quelque chose qui s'appelle les Océanes Atlantiques, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ça se passe au Pouliguen. Chaque année, c'est une rencontre entre des parties prenantes, des élus et des chercheurs sur des questions d'énergie marine. Et cette année, nous allons essayer de développer un sujet qui est le sujet des postes électriques en mer, pour arriver à comprendre effectivement. C'est une question fondamentale de raccordement. Je regarde Louise Auriol, voilà. Et puis, une première réunion territoriale à Châteauroux, qui aura lieu le 20 octobre, qui peut paraître étonnante. Pourquoi Châteauroux ? Châteauroux est une ville qui va accueillir un énorme data center, celui de Google. Alors, il y a à Châteauroux du foncier. Je résume un petit peu la problématique. Il y a du foncier, il y a un aéroport, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une politique de développement territorial de la part des élus de la communauté d'agglomération. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez de courant, si je comprends bien. Voilà, donc c'est un lieu où il faut effectivement apporter du courant. Ça, c'est l'un des R dont a parlé Louise Auriol tout à l'heure, c'est le R de raccordement. Mais pour raccorder, peut-être faut-il parfois aussi renforcer en amont. Voilà, et Louise Auriol vient de confirmer qu'avec 2 R, on pouvait aller à Châteauroux. Voilà pour les séquences qui se présentent. Eh bien, merci. Et peut-être on peut rappeler les outils en ligne qui sont également ouverts. Donc, il y a Elec Quiz qui est tout un parcours qui a été vraiment pensé comme un parcours d'entrée dans le débat public. Donc, pour les membres du groupe citoyen, par exemple, ça peut être un bon exercice que de tester ses connaissances, d'essayer de voir un peu quel est son positionnement sur les projets. Et puis, il y a une carte Elec. Donc, c'est une carte interactive qui permet de découvrir tout le tracé du réseau actuel électrique et puis les enjeux, du coup, pour les prochaines années du plan et programme sur les différents territoires. Et puis, bien sûr, vous avez la plateforme participative qui vous permet de déposer un avis, de commenter aussi tous les avis qui ont déjà été exprimés et de poser des questions, soit à l'équipe du débat si vos questions portent sur l'organisation du débat, soit à Réseau de transport d'électricité si vos questions portent sur le schéma. Donc, n'hésitez pas aussi à les utiliser. Mes collègues vous ont rappelé à plusieurs reprises les liens dans le chat.
L'occasion pour nous vraiment de vous remercier pour ce premier webinaire. Merci à tous les intervenants et intervenantes, merci à l'équipe du débat et surtout merci à tous les participants et participantes et pour votre participation et pour les temps d'échange en sous-groupe. Vous l'avez vu tout à l'heure quand on a partagé tous les post-it, vos échanges ont été très riches. Donc nous, on prépare un compte-rendu de tout ça qui sera publié au cours des prochains jours, le temps qu'il soit préparé. Donc voilà, dès le début de semaine prochaine, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette visioconférence ainsi que le chat qui sera mis en ligne. Et avec l'équipe du débat, on va aussi faire un travail d'identification de toutes les questions qui n'auront pas reçu de réponse pour les verser sur la plateforme participative. Et beaucoup vont être traités au cours des prochains webinaires. Donc, on espère vous y retrouver à nouveau. Et voilà, on a fini à l'heure. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Merci encore pour votre présence et au plaisir de vous revoir lors des prochains temps. Bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.